Inspecteur Murdoch, expert avant les experts. Demain à 20h45 sur France 3. Votre soirée. Margot, je te présente le capitaine Arthur Duplessis. Margot Laurent, généalogiste. Leur spécialité, remonter jusqu'aux racines du crime pour mieux l'anéantir. Inédit à 20h45 sur France 3, Origine, votre nouvelle série policière du samedi soir. J'ai des choses pour vous. Le contraire m'eût étonné. À 22h35, Soir 3, présenté par Francis Letellier. J'ai exécuté avec succès toutes les missions qu'on m'a confiées. Ne crois pas tout ce qu'il dit. C'est l'armée qui s'est débarrassée de lui. Trop violent, pas contrôlable. À 23h, Chien de guerre, le destin inédit d'un mercenaire meurtri. Origine, la source des plus grands mystères, ce soir sur France 3. Le 12 janvier 1920, le paquebot Afrique est englouti par les flots. Mais qu'est-il vraiment arrivé? Mémoire d'Afrique, tout de suite sur France 3. Douleur à la gorge. Inflammation? Découvrez Stréphène, la première pastille anti-inflammatoire au flurbiprophène qui soigne et soulage efficacement les maux de gorge aigus. Médicament pas avant 12 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. On fait du sport élec ensemble. Sport élec, muscle, masse, sport élec. Et vous, quel sera votre prochain plaisir société? Roquefort Société, goûtez tous les plaisirs de la légende. Tiens, Christine. Non, non, c'est Laure. Si, Christine. Laure? Christine? Laure? Toujours habillée en Christine Laure. Tous les félins grandissent en explorant. Whiskas vous aide à nourrir leur soif de découverte et s'assure de donner à vos chatons tous les nutriments dont ils ont naturellement besoin. Whiskas, nourrir la vraie nature de votre chat. Aujourd'hui, tout va si vite. Sauf quand on a mal à la tête. Nurofen Flash 400, c'est de l'ibuprofène associé à de la lysine pour une absorption plus rapide. Nurofen Flash 400 soulage rapidement les maux de tête plus intenses ou non soulagés par un comprimé dosé à 200 mg. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 30 kg, environ 11-12 ans, ne pas utilisé chez la femme enceinte. Dès la première heure, ce lundi matin de 1920, un bruit affreux, épouvantable, se répand sur la côte vendéenne. Un naufrage se serait produit dans la nuit, au large de l'île de Ré, pas loin des Sables d'Olonne. La catastrophe fera la une de tous les journaux régionaux, mais aussi ceux de Paris. Tous apprendront qu'il s'agit du paquebot Afrique, de la Compagnie des chargeurs réunis, qui effectue depuis Bordeaux la ligne régulière de la côte occidentale de l'Afrique.
Pour comprendre ce drame, notre enquête commence au service historique de la Défense, à Rochefort, où la marine conserve le dossier d'enquête du naufrage depuis près d'un siècle. Nous y retrouvons Roland Mornay, qui a consacré un ouvrage à cette histoire. Le paquebot Afrique est parti pour son 58e voyage, qui sera le dernier, dans l'après-midi du 9 de Bordeaux. Il est allé mouiller sous le Verdon pour passer la nuit, pour appareiller au jour. Peu de temps après la sortie des passes, le mécanicien est venu prévenir le capitaine Ledu qu'il y avait de l'eau dans la machine. Il lui a demandé de modifier sa route, de ralentir, pour rechercher la voie d'eau. Une voie d'eau qui n'a pas été trouvée d'importance dans l'immédiat. Il ne faisait pas très beau, ce n'était pas réellement du mauvais temps. Le mauvais temps s'est aggravé, la voie d'eau également. Et quand le capitaine du navire, le commandant Ledu, a décidé la relâche sur la palisse, c'était trop tard. Le bateau était perdu, il n'y avait pas assez de pression dans la machine, et les chauffeurs avaient de l'eau jusqu'aux épaules, et puis il n'y avait plus de propulsion. Et le lendemain, il n'y avait plus que des épaves et des cadavres sur l'eau, et quelques baleinières avec 2 ou 3 hommes dans chacune de ces baleinières. Il en a résulté 568 victimes, sur les 602 personnes, selon moi, à bord. Et c'était le naufrage le plus meurtrier s'agissant d'un navire civil français. Nous avons retrouvé ces familles qui nous ont confié leur mémoire. Pour la plupart d'entre elles, près d'un siècle après la tragédie, des questions se posent toujours. Que s'est-il véritablement passé entre le vendredi 9 janvier et le lundi 12 janvier 1920 ? Pourquoi le paquebot Afrique a-t-il fait naufrage ? Qui ou quoi est responsable de ce drame ? Comment un bateau récent, doté de toute la technologie de l'époque, peut-il disparaître aussi rapidement en étant aussi proche de nos côtes ? Pour répondre à ces questions, nous retournons à Bordeaux, là où l'Afrique, il y a presque 100 ans, attend à quai son prochain départ. Je suis Bruno de Mons de Savas, l'arrière-petit-fils du capitaine de frégate Bertrand de Mons de Savas. Mon arrière-grand-père se trouvait à bord de l'Afrique en tant que simple passager civil. Il avait eu l'autorisation d'1 an de congé sans solde afin d'aller inspecter un comptoir colonial dont il était actionnaire. Mon arrière-grand-père embarque le 9 janvier 1920 au soir quai des Chartrons, ici même. Donc le temps est maussade, une petite bruine est présente ce soir-là à Bordeaux. Le bateau donc parti direction sud-ouest en direction de Dakar. Bordeaux a toujours été le point de départ des bateaux à destination des côtes occidentales de l'Afrique. Depuis la fin de la Grande Guerre, les activités de son port reprennent de l'essor. Depuis 5 semaines, l'Afrique est à quai au port de la Lune pour des travaux d'entretien importants, dit-on au bureau de la compagnie. Quels travaux ont été faits, je ne sais pas. Pour les réparations, on devait faire le minimum, mais il n'empêche que l'Afrique, c'est un bateau relativement récent. Il avait 12 ans. Il avait été construit par un chantier anglais réputé qui a construit beaucoup d'autres paquebots, le Mauritiana et beaucoup d'autres. L'épaisseur des tôles de l'Afrique était supérieure à l'épaisseur d'autres bateaux. Alors, je pense que la coque devait être saine, la coque de l'Afrique. Par contre, la partie, tout ce qui était moteur, toute la machine devait être en mauvais état. Là, il y a souvent beaucoup de petites réparations, de petits retards, des avaries. Mais de cela, il ne faut pas s'étonner du fait des circonstances de la guerre. Alors, on a dit qu'il est parti de Bordeaux avec une voie d'eau, avec de l'eau dans la machine. Alors là, je ne crois pas, ce n'est pas admissible. Aucune personne à bord, du capitaine ou au matelot, aura accepté cela. Alors que le bateau, encore une fois, était resté plus d'un mois en travaux. À l'issue des travaux et de la visite annuelle, l'inspection maritime lui délivre un quitus de navigation en renouvelant son permis. Le bureau Veritas lui alloue une première cote.
Pour Joël Ledu, officier de marine et petit-fils du commandant de l'Afrique, c'est un label de sérieux absolu. C'était un bateau qui avait été vu par la commission de sécurité, et j'en ai fait des commissions de sécurité, je peux vous dire qu'ils passent partout, et qu'ils regardent aussi bien les embarcations de sauvetage que les fonds des machines. Ils passent partout pour dire ce bateau est en état, il peut partir, il correspond aux lois et aux normes prévues. Ce n'est pas l'euphorie des départs en croisière, mais plutôt des gens heureux de quitter la France pour tenter l'aventure en Afrique. La veille du départ, Madeleine Félix, une jeune femme de 19 ans, mariée depuis 6 mois seulement, part rejoindre son mari au Sénégal. Elle écrit de l'hôtel Jeanne d'Arc à Bordeaux une lettre à sa sœur. Chère Mona, tu ne m'as pas écrit depuis un temps indéfini. Je vais te gronder. Tu as dû recevoir le mandat carte que je t'avais envoyé. J'embarque demain à 2h. J'ai le cœur bien gros, je t'assure, et cependant, je m'efforce de ne pas penser à cet exil. Ma petite sœurette, va, je t'aime bien. Et crois-moi, cela me coûte de partir. Va, je ne vais pas t'écrire longuement car je te donnerai le cafard. Je t'embrasse bien fort, ainsi que mon petit Robert et mon grand Franchin. Recevez tous les 3 mes plus tendres baisers, les derniers que j'envoie de France. Bonsoir, et à l'année prochaine. Votre sœurette et marraine, Madeleine. Le bateau est bondé, et si certains n'ont pas trouvé de place, quelques-uns rejoignent leur cabine au dernier moment. Je m'appelle Pierre Cerisier, et je suis le neveu de Louis Cerisier, qui a été une des victimes du naufrage de l'Afrique. C'est donc le frère de mon père. C'était un homme qui était très grand pour l'époque. C'était un athlète. Il avait gagné de nombreuses courses cyclistes dans la région de la Côte d'Azur. Fin 1919, il décide de partir définitivement pour s'établir en Côte d'Ivoire. Arrivé à Bordeaux, pas de place pour lui. Donc il avise l'employé de la compagnie. Je suppose que peut-être il lui a même fait une petite gratification pour s'attirer ses bonnes grâces, mais je n'en sais rien. Et il a dit, j'attendrai à l'hôtel jusqu'au départ du bateau. S'il y a une place, même en surclassement, dites-le moi et je la prendrai. Et c'est là que la fatalité intervient, puisque un des passagers reçoit un télégramme de Paris lui disant que sa femme est gravement malade, qu'elle est opérée, qu'elle va être opérée. Donc, il libère une place et c'est la place que prend mon oncle. Voilà. C'est donc il s'est trouvé dans ce bateau. C'est vraiment la fatalité. Un petit nombre de chanceux ne partent pas, comme Monsieur Mérigot, dont les bagages se sont égarés et ne sont pas arrivés à temps à Bordeaux. À bord, sur les quelques 600 occupants présumés du navire, 125 sont des membres de l'équipage et 282 sont des passagers serrés dans des cabines prévues pour 224. Parmi eux, de nombreuses familles, dont 71 femmes et 19 enfants. Les maris, officiers, fonctionnaires ou commerçants, regagnent leur poste à Dakar, au Conakry. On compte aussi, entassés dans l'entrepont, 192 soldats de l'armée coloniale, tirailleurs sénégalais pour la plupart, qui, une fois leur devoir accompli, rentrent chez eux. Il y a également un groupe de 17 missionnaires de la congrégation du Saint-Esprit, emmenés par Monseigneur Hyacinthe Jalabert, évêque de Dakar. Mon arrière-grand-père était fonctionnaire des travaux publics à Saint-Louis du Sénégal. Avec son épouse Marguerite, il décide de rentrer à Bordeaux pour passer les fêtes de fin d'année en famille en décembre 1919. Le 8 janvier 1920, ils sont en train de préparer leurs bagages pour rentrer, et là, un ami de la famille, Monseigneur Jalabert, vient les trouver pour leur demander de leur céder un billet et de reporter leur retour à eux une semaine plus tard. Par amitié pour le père Jalabert et pour lui permettre de rejoindre et de rentrer avec un groupe de missionnaires de sa congrégation, ils lui cèdent leur billet. Et on connaît le naufrage qui s'en est fait suite. Et on imagine l'extrême chagrin qu'en ont éprouvé mes arrière-grands-parents, et peut-être, et même très vraisemblablement, l'affreux sentiment de culpabilité qui en est découlé, puisque ce sont eux qui, normalement, auraient dû périr à leur place. Beaucoup de mystères entourent le voyage de Monseigneur Jalabert. Il se dit qu'il transportait avec lui une importante somme d'argent, de l'or peut-être, un trésor destiné à la construction de la cathédrale de Dakar.
À 19h, profitant de la marée montante, le paquebot Afrique quitte le quai des Chartrons pour son 58e voyage. La descente de la Gironde se fait dans de mauvaises conditions de visibilité. La météo n'est pas brillante. Elle annonce coup de vent avec mer très houleuse. Au passage de Pauillac, Madame Beauvais fait les signaux convenus d'avance à son époux. C'est à cet endroit que mes grands-parents avaient convenu, lors du dernier voyage de mon grand-père sur l'Afrique, de se faire un signal à la hauteur de la maison où ils habitaient. L'obscurité d'une soirée d'hiver, un temps exécrable, faisait que le bateau était à peine perceptible. Donc, en faisant ce signe avec ce fanal, ma grand-mère était persuadée d'avoir envoyé un message à son mari. Elle dit qu'elle a reçu en retour une lueur du bateau qu'elle a cru être celui de son époux. Ça a été le dernier moment où ils ont communiqué. Mon grand-père est parti sur ce voyage qui devait être le dernier. Lui avait décidé d'arrêter son métier sur ce bateau pour revenir s'occuper de son fils qui allait naître 40 jours après son décès. Il est parti avec une certaine inquiétude qu'il avait formulée à son épouse. Il lui avait fait beaucoup d'observations sur l'état du bateau. Lui, mécanicien, donc, avait constaté que le niveau de l'eau dans les cales était, pour lui, anormalement supérieur à ce qu'il avait l'habitude de voir. Et cette inquiétude s'est traduite par l'oubli ou volontaire ou pas de sa montre à gousset, et il a confié également son alliance à sa femme. L'Afrique mouille au Verdon à minuit. La houle est déjà perceptible. Les pilotes, Martin et Allemand, descendent à terre car, vu l'état de la mer, il est impossible de les récupérer au large en bateau. L'inquiétude du mécanicien Beauvais était-elle justifiée? La présence d'eau dans les cales au moment du départ n'a pas été confirmée. Sinon, pourquoi décider d'aller plus loin dans de telles conditions? Le commandant Ledu, marin expérimenté, subissait-il des pressions de la part de l'armateur? C'était un Breton, il était né près de Paimpol, dans un petit village, dans une ferme qui existe toujours. Et ensuite, il s'est installé avec sa famille à Paimpol. Donc c'est un pur Breton. Je sais qu'il était d'origine paysanne et que lui, il est au départ rentré comme mousse sur des bateaux, qu'il a fait des campagnes à bord de différents bateaux, et puis qu'il a voulu reprendre des études et qu'il a réussi, en faisant beaucoup d'études, à devenir finalement commandant de bateau. Donc c'était quelqu'un qui était à la fois courageux, intelligent et qui avait envie de sortir de sa condition à la fois de paysan et puis de marin-pêcheur, puisqu'il a embarqué sur des bateaux de pêche au départ. Il avait commandé d'autres bateaux pour les chargeurs réunis, et notamment il faisait les lignes de l'Asie. Ensuite, les avis divergent. Moi, ce que j'ai entendu dire par une partie de ma famille, et une autre partie de ma famille ne dit pas la même chose, c'est qu'on l'a un peu contraint à prendre le commandement de ce bateau. Il n'était pas question que ce bateau ne parte pas, parce qu'il était plein, avec à bord des autorités importantes, donc il devait prendre la mer, il devait partir. Il était très aimé de l'équipage et dans différentes circonstances. J'ai vu quand il était officier sur le Ouessant, un de ses camarades, un autre officier, dit que c'était rude breton, sachant commander, et exigeant, mais aimé des hommes. Et il y a aussi une lettre très élogieuse d'un lieutenant, du lieutenant Thibault, sur le capitaine Ledu. À la maison, je parlais si souvent de mon commandant qui était si bon, si droit, si bienveillant. Oui, madame, nous l'aimions tous, nous l'admirions. C'était une belle figure de marin et d'homme. J'ai toujours eu confiance au commandant. Dans les mêmes circonstances, si Dieu permettait qu'il revienne, je le suivrais de la même façon que j'ai fait.
Une fois franchi le banc de sable de la Mauvaise, à l'embouchure de la Gironde, le paquebot aborde difficilement une mer assez grosse, vers 9 heures, avec un temps à grains qui souffle du sud-ouest. La plupart des estuaires de part et d'autre du chenal de navigation de la Gironde, il y a 2 gros bancs de sable en forme de triangle, on appelle ça des deltas de jusant, qui se développent. Et ces bancs de sable, pendant les tempêtes, il y a des très grosses vagues qui déferlent. Plus on va loin dans le temps, moins c'est précis, mais on pense qu'il y a eu des vagues de plus de 15 mètres dans le golfe de Gascogne pendant cette tempête. Ce qui n'est pas exceptionnel. C'est des valeurs qu'on rencontre presque une fois par an. Mais c'est des tempêtes qui peuvent être violentes. Elles génèrent des vents à plus de 100 km/h. Il ne fait pas bon naviguer durant une de ces tempêtes. Le jour est maintenant levé. Le capitaine Ledu est inquiet. Sur la passerelle, il observe les vents tourbillonnants et la pluie qui aveugle les vitres. La tempête est là, furieuse, cherchant son dû. La tragédie est commencée. Il pense aux passagers. La plupart d'entre eux sont déjà malades. Vers 10 heures, Gaston Bélanger, le chef mécanicien, monte prévenir le commandant qu'une certaine quantité d'eau se trouve dans les cales de chaufferie, jusqu'à hauteur des plaques de parquet. Le commandant fait diminuer l'allure des machines et met le cap debout à la mer. À ce moment, les pompes mises en route fonctionnent normalement. Il charge Joseph Corlouer, le Bosco, de se rendre maître de l'arrivée d'eau. Joseph Corlouer était un marin qui a fait toute sa carrière dans la marine, d'abord royale, la marine militaire, et ensuite, juste après la guerre de 14-18, il s'est engagé chez les chargeurs réunis. À bord, c'était le maître d'équipage, le Bosco, et il avait une très grande expérience. Et il était d'ailleurs très écouté de ses hommes. Donc immédiatement, Joseph se porte avec l'équipage vers les cales et se met à la recherche de cette voie d'eau. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, malheureusement, la voie d'eau n'est pas découverte et Joseph va faire son rapport à la passerelle. Un des chauffeurs qui lui semblait que l'eau venait d'une soute à charbon, ce qui a peut-être engendré un apport de suie et de poussière de charbon importante qui, en plus des scories qui sont dans les ports stockés le long des chaudières, a dû engorger plus vite les pompes. La machine était refroidie par un système d'eau de mer que l'on évacuait. L'eau de mer qui refroidissait la machine était reversée dans le fond de la cale. Et puis là, quand un coup de roulis violent, la crasse est tombée dans le fond de la machine, mais ça empêchait l'évacuation de l'eau de mer embarquée. Dans l'après-midi, la situation n'a pas évolué. L'eau gagne toujours malgré les efforts des marins. Dans la soirée, la mer devient beaucoup plus dure. L'une après l'autre, les chaudières du côté tribord s'éteignent. Le travail de chauffe devient de plus en plus pénible. Au prix d'un effort surhumain, la chaufferie bâbord reste en action. À l'extérieur, le vent a fortement fraîchi et dégénère en tempête. Le navire prend une gîte inquiétante. Vers minuit, les pompes ne sont pas parvenues à épuiser l'eau. Dans les coups de roulis assez violents, plusieurs plaques de parquet des chaufferies sont arrachées. Grosse houle de l'ouest et coups de vent violents, le navire donne de la bande, roulis t'engage, fatiguant le navire. La pression aux chaudières n'est plus que de 8 kilos. Après une rapide consultation des principaux officiers de l'équipage, le commandant Ledu décide de tenter une relâche en rade de la Palisse, le port de La Rochelle. Mais le navire ne répond plus, faute de pression. Impossible de gouverner à bâbord après plusieurs essais. Des vents effrénés le prennent par le travers. L'Afrique devient alors une véritable épave dérivante, sans défense ni direction. Eugène Corré, le second commandant, décrira plus tard la situation dans son rapport de mer. La tempête s'était transformée en ouragan. À 7 heures du matin, le commandant lance des appels de secours à Bordeaux et à Rochefort. Les chaudières tribord sont éteintes par l'eau. Nous continuons notre route entre le nord et le nord-ouest avec la machine bâbord au ralenti, car la pression est insuffisante. Vers 9 heures, un radio du Ceylan annonce qu'il se porte à notre secours. Le Ceylan a appareillé de la Gironde le 11 au matin. Il était plus grand que l'Afrique
Et il a entendu le signal de détresse, le SOS de l'Afrique. Il était mis au courant. Donc il s'est dérouté dès la sortie de la Gironde. 8h20. Nous recevons un radio nous informant que l'Afrique a besoin d'assistance immédiate. Nous mettons le cap sur la position indiquée. Le temps est couvert, sans horizon. Nous ne pouvons pas avoir un point astronomique exact. Nous le retrouvons assez facilement, malgré tout, vers 14h30, gîté sur tribord et marchant très lentement. En raison de l'état de la mer, il ne faut pas songer à le prendre en remorque. La proximité d'un danger préoccupe Antoine Ledu. À 35 000 à l'ouest de l'île de Ré se trouve un haut fond redouté des marins. C'est le plateau de Rochebonne, qui sur près de 100 km² est couvert de récifs affleurant à 3 mètres sous l'eau. Au même moment, le chef mécanicien informe la passerelle que les chaufferies doivent être évacuées. La pression est tombée à moins de 5 kg et les chauffeurs ont de l'eau au-dessus de la ceinture. Vers 20h, les machines bâbord stoppent à leur tour et la dernière dynamo de l'Afrique est ainsi rendue inutilisable, plongeant le bateau dans l'obscurité. Le Ceylan avait abandonné, si je puis dire, l'Afrique au soir parce qu'il y a eu un coup de roulis violent qui a fait valdinguer le piano des premières classes. Et puis il a eu des rentrées d'eau par les cheminées. Le capitaine Antoine Ledu donne l'ordre aux passagers et à l'équipage de mettre les gilets de sauvetage et de se tenir prêts à toute éventualité. Il sait qu'il doit éviter le plateau de Rochebonne, mais comment faire sans machine ni gouvernail? Pendant que nous dérivions sur les hauts fonds, j'étudiais avec lui le relèvement du bateau-feu. Il était presque joyeux, se rendant compte que l'on éviterait les hauts fonds. Si on les évitait, on était sauvés. Il était plus calme que jamais. Le calme était chez lui l'indice des plus grandes préoccupations. Il ne pouvait croire, ni lui ni personne, au destin méchant qui nous a jetés sur le bateau-feu, qui nous a défoncés, causant notre perte. L'Afrique a dérivé vers le nord et passé au-dessus des roches, du plateau de Rochebonne. Il n'a pas touché, j'insiste bien, mais il est venu aborder, toucher donc le bateau-phare, un bateau-phare qui était plutôt une bouée qu'un bateau, qui faisait 15 mètres de large, à peu près la largeur de l'Afrique. Il aurait fallu viser. Et le duel, c'était un duel en quelque sorte, a duré plusieurs minutes, 7 à 8 minutes. L'Afrique tombait sur le bateau-feu qui repartait au bout de sa chaîne. Le bateau-feu était mouillé par fond de 60 mètres. Il avait une chaîne de 198 mètres exactement. Et ça a été comme un duel à mort. Et ce bateau-feu, après 2 ou 3 balancements comme un bélier, est venu enfoncer la coque. Et à ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. Mon grand-père a dit de mettre les embarcations à la mer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de faire embarquer quelques passagers. Mais la première passagère qui a descendu une échelle de pilote, ce qu'on appelle une échelle de pilote, c'est une échelle avec 2 cordes et des petits plateaux en bois. Cette passagère est arrivée aux 2 tiers de l'échelle. L'embarcation de sauvetage qui était en dessous d'elle s'est écartée à plus de 20 mètres du bateau, est revenue taper contre le bateau et est repartie. Et je crois même qu'il y a un des marins qui est tombé à l'eau. Donc plus personne n'a voulu bouger du bateau. Et ils sont restés, je dirais, prostrés, tous les passagers. Et si on constate par la suite qu'il n'y a pratiquement que des marins et des militaires, c'est-à-dire des hommes forts qui n'ont pas eu peur de se lancer, parce que c'était ça, se lancer dans les barques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de passagers, sauf un qui a été sans doute un jeune un peu costaud qui a pu s'en échapper, quoi. Réfugiés dans les salons que les pères illuminent de cierges, les passagers prient sous la direction de Monseigneur Jalabert. Les soldats africains, eux aussi, se recommandent à Dieu dans leur dialecte maternel. À bord du Ceylan, on reçoit impuissant les appels de détresse de l'Afrique. Avons touché phare de Rochebonne. Stop. Avons talonné. Stop. Voie d'eau. Stop. SOS. Évacuons navire. Stop. Gîte sur tribord. Stop. Moitié plein d'eau. Stop. Quand comptez-vous arriver sur zone? À vous.
Ils répondent par des messages d'espoir. Décrivez situation à bord. Bon courage, mon vieux. Position actuelle entre Feu de Rochebonne et les barges. Stop. 5 embarcations à la mer avec 20 personnes. Stop. Impossible de mettre plus en raison état de la mer. À vous. Pas d'affolement à bord. Attendons secours. À vous. Le canot 5 reste engagé un moment le long du bord, happé par l'aspiration du navire. Je m'y jette presque en même temps que le maître d'équipage, depuis le pont promenade, me blessant à la tête et à la cheville. Apercevant le second capitaine qui passe, je l'invite à me rejoindre dans ce canot. Notre embarcation frappe le long de l'Afrique, happée à chaque coup de roulis et menaçant de se briser. Les derniers qui ont vu le commandant m'ont assuré qu'il a fait monter les passagers sur le pont-tente, puis lui-même est monté au-dessus de la chambre de veille, sur la petite passerelle installée là-haut. Il a enlevé quelques vêtements, rajusté son gilet de sauvetage et attendu la fin. Il est resté à bord jusqu'au bout et effectivement il aurait pu partir. Certains de ses membres d'équipage ont pu prendre la dernière chaloupe. Lui, il n'a pas voulu partir, ça c'est sûr. Il y a des témoignages de membres de son équipage qui lui disent « Commandant, maintenant il faut partir ». Il a dit « Non, je ne partirai pas ». Il a effectivement coulé avec son bateau. À 3h15 du matin, l'Afrique est sur le point de chavirer. Il émet un ultime message radio. Le canot 5 s'efforce de s'écarter pour ne pas être aspiré par le paquebot qui s'enfonce irrémédiablement par l'avant. « 15h. Aperçu un radeau portant des Sénégalais. Embarqué de 13 Sénégalais. Continuez nos recherches jusqu'à la tombée de la nuit. À 17h, après délibération des principaux du bord, on décide de relâcher à la palisse pour réparer nos avaries dans l'intérêt du navire et du chargement. Mouillé en rade de la palisse à 18h30. En fin d'après-midi, le canot 5 aborde la plage de Saint-Vincent-sur-Jard. Les rescapés sont recueillis par les habitants en face de la maison de Georges Clémenceau. Plus que des survivants, ce sont surtout des cadavres que les sauveteurs retrouvent, flottant au gré des vagues et du courant. Quelques-uns sont munis d'un dérisoire gilet de sauvetage en liège. D'autres, au fond des canots, sont morts de froid. La plupart portent des traces de coups. Certains ne sont plus identifiables tant les chocs subis durant la tempête ont été violents. Nous avons toujours été séparés. Il me semble que jamais n'arrivera le jour où je serai avec toi pour toujours. Voilà, c'est la carte postale. Enfin, c'est l'Afrique, le bateau, et notre grand-mère a écrit ça juste avant de partir. Juste tout à fait avant de partir. Voilà. Eh oui. Marguerite Fraisse était notre grand-mère maternelle et elle allait rejoindre notre grand-père qui travaillait au Sénégal et elle allait, disons, vivre vraiment avec lui après des années de guerre et de séparation. J'ai retrouvé dans les affaires de maman ce petit sac qui avait appartenu à notre grand-mère, son alliance de mariage et sa bague de fiançailles. Et une croix de Malte qui a permis de reconnaître son corps, que je porte au cou. Ce sont ces 3 bijoux qui ont permis donc de la reconnaître. Vu les bijoux, ils se sont rendus compte que c'était donc le corps de notre grand-mère. Heureuses dans leur malheur furent les familles qui retrouvèrent la dépouille de leurs parents. Plus de 250 victimes n'ont jamais été retrouvées. De nombreux noyés sont inhumés très rapidement dans les cimetières des villages côtiers, parfois sous une mauvaise identité. Certains tirailleurs sont de ceux-là. Les autres, dont les corps sont rendus à l'armée, rejoignent leurs camarades morts au combat. On retrouvera 4 jours plus tard le corps de mon arrière-grand-père en tenue d'officier de marine. Un ami de la famille le reconnut notamment grâce à son uniforme
mais aussi grâce à la chevalière qu'il portait ce jour-là. Voici ici la malle qui appartenait à mon grand-père, Louis Adonier, et qui a été retrouvée le 20 janvier par un bateau des Sables d'Olonne qui s'appelait le Fleur de Lorraine. À l'intérieur, bien sûr, il y avait tous ses effets personnels. Vous voyez, j'ouvre la malle pour que vous voyez l'état dans lequel est encore à l'intérieur. Et c'est très émouvant pour moi, bien sûr, de toucher cette malle. C'est un petit peu comme si je touchais le corps ou même l'âme de mon grand-père, que je n'ai malheureusement jamais connu. Cette malle, donc, a été retrouvée le 20 janvier, avant que l'on ne retrouve le corps même de mon grand-père. À environ 1 mille nautiques, 2 km de l'île Dieu, par un bateau de pêche de l'île, habillé. Et les 2 mains relevées sur sa vareuse, comme pour l'enlever, vous voyez. C'est ce qui était signifié. Il portait sa ceinture de sauvetage, qui était professionnellement attachée, a-t-on écrit. Le corps a été inhumé à l'île Dieu le 26 janvier. Mon grand-père, malheureusement, a été inhumé sans qu'aucune personne de la famille ne puisse être avec lui pour lui rendre un dernier hommage. Vous voyez, c'est assez émouvant, voilà. Il est intéressant de savoir dans quel état était le navire au moment où il prit la mer, écrira le journal de Bordeaux et du Sud-Ouest. C'est aussi la première question que se pose la commission d'enquête locale qui conclut en seulement 8 jours au parfait état de fonctionnement du paquebot. L'un des passagers rescapés, M. Métayer, dira dans la presse que l'eau rentrait par les hublots, mais il ne se présentera pas à la commission d'enquête. En mars 1920, l'Assemblée nationale s'empare à son tour de la catastrophe dans un débat houleux où des députés montent sur leur pupitre pour haranguer le ministre de la Marine. Pierre Dignac a réuni un certain nombre de témoignages. Il y en a un qui est étonnant, c'est celui d'un mécanicien qui s'appelle Goupil et qui écrit à sa femme avant de partir « Ce bateau est dans un état effroyable, je suis obligé de partir. » Voici 21 heures que je suis debout. Je suis exténué. Il m'a fallu m'enfermer pour t'écrire tranquille. Ah, si ce n'était pour toi et les enfants, je plaquerais tout. C'est honteux de partir dans de telles conditions. Très rapidement, des voix se lèvent. Nombreux sont les commentateurs devant l'horreur du drame, à soulever de multiples interrogations sur la sécurité des passagers en mer. Un grand nombre de familles des naufragés, outrées par l'attitude de l'armateur, n'hésitent pas à assigner la compagnie en justice. Immédiatement, la compagnie des chargeurs réunis décline toute responsabilité dans la catastrophe, arguant que sur les billets, les passagers étaient prévenus qu'ils voyageaient à leur risque et péril. Dans un premier temps, le tribunal de commerce de Bordeaux donnera raison aux plaignants. L'armateur n'aura de cesse de casser ce jugement et investira des sommes considérables en avocats et expertise pendant des années. 2 ans plus tard, un autre paquebot, le Lutetia, sort de la Gironde. Et même scénario que pour l'Afrique, le mécanicien appelle la passerelle, il y a de l'eau dans la machine. Et le commandant, sachant, se souvenant de l'affaire de l'Afrique, on en parlait assez dans les carrés des navires de l'époque, des navires, surtout des chargeurs réunis, a décidé de virer de bord et de rentrer en Gironde. Et une fois accosté à Pauillac, on s'est aperçu, le bateau était quand même à flot, les pompes étaient en place, et les scaphandriers ont trouvé comme des estafilures sous la coque. Et là, on a pensé que c'est ce qui a pu arriver à l'Afrique. On pense que l'Afrique a touché à des vestiges d'épaves de la guerre 14-18 au sortir de la Gironde. Est-ce une épave ensablée de la guerre de 14 qui fut à l'origine du naufrage de l'Afrique? Possible, mais pas certain. Cependant, les chargeurs réunis en feront l'unique raison du naufrage, comme le prouve une note du service contentieux de 1923 à l'attention du conseil d'administration de la compagnie. Si l'on veut absolument expliquer les causes de l'entrée de l'eau, c'est à l'aide de cet événement que l'on pourra établir une présomption, avec plus de chances de ne pas se tromper,
plutôt qu'avec toutes les suppositions, allant à l'encontre des constatations matérielles faites quant à l'état du navire. L'incident du Lutetia est providentiel pour les avocats de la compagnie qui ont de plus en plus de mal à convaincre les juges du bon état de l'Afrique le jour de son départ. La stratégie des avocats finit par payer. Après 12 années de procédure judiciaire, c'est dans une indifférence générale que seul le journal Le Matin annonce dans un entrefilet le jugement définitif qui clôt l'affaire du naufrage du paquebot Afrique. Affaire contre les chargeurs réunis. Résumé de l'arrêt rendu le 29 juin 1932 par la Chambre de la Cour d'appel de Rouen. De toutes ces constatations, il résulte que l'Afrique était au jour de son départ en bon état de navigation et que la compagnie avait embarqué un personnel officier et subalterne non seulement régulier dans son ensemble, mais suffisamment apte à assurer la main-d'œuvre du navire. D'où il suit que les prétentions des appelants ne sont pas fondées. Par ces motifs, la Cour confirme que la compagnie des chargeurs réunis n'avait commis aucune faute personnelle et en ce qui l'a mis hors de cause, déboute les appelants et leur demande et les condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. C'était le grand chagrin de mon arrière-grand-mère. Elle s'est battue jusqu'au bout pour avoir quelque chose, des explications, il n'y a jamais rien eu. Elle avait double chagrin, c'est-à-dire que son fils était mort, sa belle-fille était morte, et double chagrin de manque de considération après pour le drame qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de... On les a... La compagnie des bateaux nous les a assez mal considérés, comme vous avez pu voir dans les procès. Les seules choses qui me restent d'eux, les photos et sa bague de fiançailles. Voilà. C'est une bataille qui a été très longue à mener et qui finalement s'est terminée par un jugement en la défaveur des plaignants et en dédouanant complètement la compagnie des chargeurs réunis. Je m'empresse de vous faire connaître que les chargeurs réunis entendent vous réclamer le paiement des frais auxquels vous avez été condamné par l'arrêt de la Cour du 29 juin 1932 qui a rejeté votre action. Ces frais sont taxés pour chacune des parties à la somme de 204 francs 93 que vous seriez bien aimable de me faire parvenir si vous voulez éviter les frais exécutoires et de signification qui pourraient s'élever encore à une centaine de francs. C'est du reste pour éviter ces frais que j'ai pris sur moi de vous prévenir ainsi que tous mes autres clients. Les agréés, l'assurance, etc. Donc ma grand-mère et mon oncle ont donc versé à la compagnie des chargeurs réunis à l'époque 509 francs 90. Les pouvoirs publics ont fait ce qu'il fallait pour que ça ne se reproduise plus au niveau des secours, au niveau des précautions prises, au niveau, à tous les niveaux, mais pour le point précis, donc les chargeurs réunis, après 12 ans de procédure, se sont défilés, c'est ça. Marseille. Dans un fonds d'archives privées repose le dossier constitué par la compagnie des chargeurs réunis sur l'affaire du naufrage de l'Afrique. Nous y avons retrouvé les livres de bord des voyages antérieurs, dont le fameux 57e précédant la catastrophe, écrit et signé de la main du commandant Ledu. En raison des diverses circonstances du voyage relaté dans mon journal de mer et du mauvais temps éprouvé pendant la traversée de Dakar à Bordeaux, je fais toute réserve pour les avaries qui pourraient en résulter, tant à la coque qu'à la cargaison. Bordeaux, le 25 novembre 1919. Le capitaine. Nous avons soumis les livres de mer du commandant Ledu à son petit-fils. Il y apparaît de nombreuses avaries sur le navire dans les mois précédant la catastrophe. Le matin, après embarquement d'environ 1000 tonnes de charbon et d'eau, le pressé-toupe arrière bâbord, dont la fuite s'était maintenue sans changement depuis Tenerife, s'est mis à couler en un peu plus grande quantité. Et cette fuite s'est encore accrue pendant la manœuvre pour changer de mouillage. Cette rentrée d'eau me paraissant trop grave pour continuer le voyage en toute sécurité, je demande la nomination d'experts afin d'ordonner la rentrée en cale sèche. Plusieurs éléments nouveaux apparaissent.
À son précédent voyage, l'Afrique a affronté une tornade et a subi des avaries au mouillage et plusieurs incendies dans ses cales. Donc ça a été réparé, il n'y a plus du tout de fuite tout le reste du voyage. Hein. Jusqu'à l'arrivée à Bordeaux, on ne parle pas du tout de fuite de ce côté-là. Il n'y a plus... Il semble que les réparations faites à Dakar ont résolu le problème, mais le navire avait certainement beaucoup souffert de ce voyage. De retour à Bordeaux, le bateau reste à quai pour 5 semaines de travaux, dont nous trouvons enfin la liste dans ces mêmes archives. Réparation principale effectuée à Bordeaux de décembre 1919 à janvier 1920. Mise en état des 2 machines principales. Visite et mise en état de toutes les chaudières, changer de nombreux tubes. Visite et mise en état complète des machines auxiliaires. Réparation des cornières de parquet, machines et chaufferies et remplacement des plaques en mauvais état. Remise en état complète des portes de charbonnage. Donc on voit qu'il a vraiment été entretenu. Il y a énormément de réparations, visite complète des machines. Au vu de ces documents, je peux dire que le bateau était vraiment en état, qu'il n'y avait aucun problème pour partir. Il avait été visité, réparé, même des réparations importantes. Hein. On le voit dans la liste que j'ai pu énumérer. Hein. Donc pour moi, ce bateau était en parfait état de navigabilité quand il est parti de Bordeaux. Nous aimerions partager les convictions de M. Ledu. Cependant, nous avons trouvé dans les carnets de voyage précédents que l'Afrique avait eu une voie d'eau en janvier, provenant d'une avarie de la coque, une autre en mars, réparée à Conakry, et une 3e en octobre. Et durant ces 5 semaines à Bordeaux, aucune réparation ou intervention n'a été faite sur sa coque. Pour cela, il aurait fallu le mettre en cale sèche et l'immobiliser plus longtemps. On sait aussi que les normes de l'époque étaient perfectibles, et qu'en 1919, dans cette situation particulière de l'après-guerre, il était difficile de trouver des ouvriers de marine qualifiés en grand nombre. À cela s'ajoutent les témoignages du mécanicien Beauvais et du mécanicien Goupil, qui se sont inquiétés d'un mauvais état du bateau. On a un bateau qu'on doit présenter à des inspecteurs. Évidemment, on va leur présenter le meilleur visage de ce bateau. On ne va pas leur montrer là où ça fait mal ou là où on pense qu'il y a un souci, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est le constat de ces inspecteurs en disant que ce bateau est dans un excellent état et les remarques qu'avait faites mon arrière-grand-père, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Nous avons également fait lire le 57e journal de mer de l'Afrique à l'arrière-petit-fils du mécanicien Beauvais, lui-même officier de marine. Pour les avaries qui pourraient en résulter, tant à la coque qu'à la cargaison. C'est signé Bordeaux le 25 novembre 1919, le capitaine, et il signe. Donc qu'il fasse des réserves sur la cargaison, c'est une chose, puisque ça a bougé, ça a pris l'eau, etc. Mais qu'il fasse des réserves sur la coque, à mon sens, a de l'importance, parce qu'il a dû, comme tout bon commandant, souffrir avec son bateau. Dans le mauvais temps, il a des réserves sans doute parce que les avaries et je crois l'incendie qu'il a eu en cale peuvent le laisser penser que l'intégrité du bateau aurait pu être touchée. Voilà. Donc c'est peut-être une phrase que les commandants de la marine marchande avaient l'habitude de mettre pour se défausser de la responsabilité, enfin pas se défausser, mais pour leur responsabilité en tant que commandant, le signaler à la compagnie parce qu'ils le doivent, mais c'est relativement important et peut-être que ça a également une implication sur les événements qu'a connus donc l'Afrique au départ de son 58e voyage, quoi. Un matin de mai, nous avons réuni les descendants des naufragés à La Rochelle pour rejoindre en mer les plongeurs qui explorent l'épave de l'Afrique. L'occasion pour de nombreuses familles de faire enfin le deuil de cette tragédie. La version officielle, c'est que tout s'est passé bien, qu'il n'y a pas eu de panique, alors que je suis persuadée qu'il y a eu certainement des gens qui ont paniqué dans une tempête pareille, 3 jours à dériver. C'est inimaginable que certaines personnes n'ont pas paniqué dans l'histoire. Donc il y a une version officielle et il y a une version non officielle, mais que les descendants peuvent percevoir. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage parce qu'il faut aller, en quelque sorte, chercher les morts, ce qui permet de faire le deuil. Pour me détacher de cette souffrance du naufrage, à titre personnel, c'est une souffrance profonde.
On a connu l'histoire de l'Afrique à travers ce que nous disait maman. Elle nous emmenait au cimetière fréquemment. On a la tombe sur laquelle il y a une plaque pour Jean-Baptiste Brien. Donc ça a bercé notre enfance. C'est une cérémonie du souvenir pour nous. Et mon père a appris le naufrage quelques jours après dans le journal. Ma grand-mère et ma tante ont fait partie de ceux qui n'ont jamais été retrouvés ni sur la plage ni nulle part et les corps n'ont pas été identifiés. Donc on ne sait pas s'ils sont restés au fond de la mer ou bien. Et donc ici, je crois que je viens pour dire adieu à ma grand-mère à la place de mon père. Normalement, dans une famille, quand on décède, on est enterré. Là, on n'avait pas de lieu pour se recueillir. Et donc, on a fait une plaque qu'on a mise sur la tombe de famille à côté de Fontenay-le-Comte. Et puis, aujourd'hui, je sais pas, mais c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on fait un peu partie de la même famille. On a quelque chose en commun. Et ça, c'est bien. On n'y changera rien, c'est comme ça, mais peut-être qu'ils sont un peu plus en paix maintenant. Très ému. C'est normal quand même. C'est une pèlerinage, je peux dire, que je pensais depuis longtemps le faire. Puis ce rêve, mais enfin ce projet se réalise enfin aujourd'hui. Le fait d'être si près, à 40 mètres de l'épave, c'est aussi quelque chose d'émouvant. Si les familles des 600 victimes de l'Afrique ne touchèrent aucune indemnité, laissant dans le dénuement des centaines de veuves et d'orphelins, la perte économique du naufrage, elle, fut intégralement indemnisée. La compagnie des chargeurs réunis avait fait réviser les contrats d'assurance seulement une semaine avant le départ du paquebot. Un siècle après la tragédie, il est difficile de conclure sur l'état réel du bateau au moment de prendre la mer. Le mystère de son naufrage accompagne pour toujours l'épave qui repose par 43 mètres de fond.
Contre les moustiques. Bien. Contre le bruit. Bien. Et contre les éviers bouchés. Ah, moins bien. Desktop Turbo. En 5 minutes chrono, son gel concentré débouche toutes les canalisations. Soyez toujours prêts. Desktop Turbo. Pour éviter les rides, vous pouvez arrêter de rire, réduire le stress ou simplement être heureuse. Et utiliser le soin de jour anti-rides Q10+. Enrichi en Q10, il réduit les rides en seulement 4 semaines et ralentit l'apparition de nouvelles rides. Mon secret anti-rides, du bonheur et du Q10. Soin de jour Q10+ de Nivea. Et dormez bien avec le soin de nuit anti-rides Q10+. Atoll, les opticiens innovent. Découvrez chez Atoll des exclusivités transition. Les verres nouvelle génération se teintent selon la luminosité et s'adaptent à toutes les situations. Et ça, j'achète. Nouveau chez Atoll, les verres transition, c'est 100% satisfait ou échangé. Atoll, les opticiens. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver ici depuis le Grand Pavois de La Rochelle pour une nouvelle émission spéciale. Après notre rendez-vous de ce matin consacré aux aventuriers des mers, on se retrouve à présent ici sur ce somptueux catamaran pour évoquer, vous l'avez compris, les navires de rêve, les navires d'exception. Une émission que j'aurai une nouvelle fois le plaisir de partager avec ma consoeur du magazine Thalassa, Véronique Weber. Rebonjour Véro, je crois que vous avez trouvé un plateau idéal de choix. Ah bah écoutez, oui, on pourrait être plus mal. On est à La Rochelle, mais on imagine très bien autour de nous les lagons et les cocotiers. Alors cet après-midi, on vous emmène à bord de bateaux extraordinaires. Nous irons tout d'abord à bord de Mirabella, c'est le plus grand voilier du monde. Nous filerons ensuite sur les côtes turques pour admirer les intérieurs luxueux d'un yacht d'exception. Et puis enfin, nous finirons notre voyage à bord du Planète Solar. Le Planète Solar, c'est un bateau qui navigue uniquement grâce à l'énergie solaire. Je crois qu'avec tout ça, on va essayer de surprendre nos invités, Pascal. Ah oui, d'autant que la tâche s'annonce ardue. Les navires d'exception, ils connaissent bien. On commence avec Emmanuel de Fontaigneux. Vous êtes directeur du Centre international de la mer. Vous êtes basé à Rochefort, la Corderie royale. Bonjour, bienvenue à bord. Et puis Yann Maslow, vous êtes l'un des responsables de la société Lagoon qui conçoit et qui fabrique des navires de ce type. Merci beaucoup. Bonjour Pascal. Bienvenue à bord. Voilà, et puis vous découvrirez tout à l'heure un autre personnage très particulier. Il s'appelle Alain Delumeau. Il est marin-pêcheur de profession. C'est aussi un passionné de voile et il s'apprête à prendre le départ de la toute prochaine Route du Rhum. Voilà, alors difficile d'évoquer les navires de prestige sans évoquer notre star locale, l'Hermione. L'Hermione qui a tiré, vous le savez, ses premiers bords il y a une petite quinzaine de jours. Je vous propose de revivre tout cela en images. Le premier voyage de l'Hermione, son baptême en eau salée. 17 ans après le début de la construction, le navire de Lafayette prend le large, le 3 mâts met le cap sur l'île d'Aix. L'Hermione paraît de ses gréements pour cette première navigation une procession de plus d'une centaine de bateaux, une parade exceptionnelle dans l'océan Atlantique. Mais le 3 mâts a d'abord dû quitter sa cale de construction, à la forme de radoux Napoléon III. L'Hermione était à quai ici depuis 2 ans, retenue par ce bateau-porte, une gigantesque écluse métallique. Samedi, la vase a bloqué la manœuvre. En milieu d'après-midi, le maire prend la décision de reporter l'opération. Il n'était pas possible de faire un essai au préalable, car cela aurait pu avoir un gros risque, c'est-à-dire que la forme de radoux se vide, et que la frégate s'échoue dans la forme. Donc je ne voulais absolument pas prendre un tel risque. L'intervention reprend au clair de lune, juste avant la pleine mer. Aux manettes, les experts sont confiants. Nous avons ouvert les tunnels qui étaient bloqués tout à l'heure, donc les niveaux vont s'équilibrer maintenant d'ici à peu près une demi-heure. Et après, nous allons procéder au débalassage du bateau. Progressivement, l'eau est expulsée au cœur de la nuit.
La porte s'ouvre. Le moment est historique. La frégate largue les amarres et glisse lentement sur la Charente. Pari réussi pour les 8000 membres de l'association Hermione. Gratitude pour tous ceux qui ont permis cette manœuvre, parce que ils sont à l'ouvrage depuis cette nuit là, et puis c'était pas si évident que ça manifestement. Ça a marché, donc formidable. Grande émotion, 17 ans, tous ces gens qui ont participé pour la construction, tous ces gens qui se sont entraînés pour naviguer, et tous ces gens ce soir, en plein milieu de la nuit. À l'aube, le 3 mâts pavane dans le port de Rochefort. Les premiers admirateurs se sont levés tôt. En début d'après-midi, ils seront plusieurs milliers sur les rives de l'estuaire pour contempler le ballet nautique. À plusieurs reprises, le navire tire des salves de canon. L'aventure ne fait que commencer. Plusieurs semaines d'entraînement avant le départ historique sur les traces du marquis de Lafayette. Au printemps, l'Hermione rejoindra l'Amérique, comme en 1780. Alors Emmanuel, vous êtes depuis le tout début de cette histoire impliqué dans ce projet. Quand vous l'avez vu remonter comme ça la Charente, là, il y a quelques jours, j'imagine quand même que c'était un moment magique. Oui, c'est l'aboutissement de 20 ans de vie pour moi, mais pour beaucoup d'autres, puisque c'est une aventure collective, l'Hermione. Et alors, en effet, il y avait beaucoup d'émotions, c'est ce que disaient les gens. Il y avait probablement 60 000 personnes sur les bords de la Charente à ce moment-là, plus de 1000 bateaux dans la rade. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là? Ah, écoutez, comment vous dire, c'était quelque chose c'est comme si une énorme baleine avançait sur le fleuve, vous voyez, parce que c'est un grand bateau quand même, qui a des couleurs étonnantes, et il avançait dans une espèce de silence. Je sais pas, c'était magique. Puis l'aboutissement, un aboutissement de tant d'années de travail. Ouais, beaucoup d'années, beaucoup d'efforts, beaucoup d'espoir, beaucoup d'images, enfin voilà, 20 ans. Alors expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet, de ce pari complètement fou. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir comme ça reconstruire une frégate du 18e ? Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que ce projet a du sens par rapport à l'endroit où le bateau a été construit. On est à Rochefort, au cœur d'un ancien arsenal de marine. C'est l'arsenal de Colbert, c'est-à-dire que c'est Louis XIV qui a souhaité que la ville soit construite à cet endroit-là. On a d'abord d'ailleurs construit un arsenal, c'est-à-dire une usine à bateaux, et la ville est venue après. Et puis bon, l'histoire de l'arsenal, il y a eu des hauts, des bas. La période de la guerre d'indépendance d'Amérique est une période très faste, où l'État passe des commandes à la marine pour fabriquer des bateaux de guerre. Et puis la marine, au fond, va quitter petit à petit Rochefort. En fait, l'arsenal va fermer en 1927. Et puis la guerre, la Seconde Guerre mondiale va venir par-dessus. L'arsenal et la corderie royale, notamment, vont brûler. Et l'arsenal, dans les années 50 et 60, est en très mauvais état. C'est-à-dire que la nature reprend ses droits, etc. Et au fond, depuis les années 70, renaissance. Voilà, c'était l'idée de faire repartir l'arsenal de Rochefort. Voilà, il fallait d'abord que la ville revienne vers le fleuve. La ville a décidé de reconstruire la corderie royale qui était en ruine à l'époque. Plus de 10 ans de travail, plus de 100 millions de francs d'investissement de l'époque, première étape. Ensuite, on a décidé de créer un grand jardin autour de la corderie, un jardin moderne, un jardin à thème. Et pourquoi l'Hermione ? C'est la troisième étape. C'est qu'au fond, dans cet arsenal, il manquait un grand bateau. Et au fond, il n'y a pas de meilleure manière d'expliquer au public ce qu'était la vie d'un grand arsenal que de reconstruire un bateau pratiquement comme autrefois. Donc ça a du sens, d'abord dans une logique de site. D'accord. Alors comment va-t-elle, cette Hermione, aujourd'hui ? Elle a fait ses premiers pas. Elle est pas très loin, là, au port de la Palisse. Elle a quelques petits soucis moteurs. Elle est en rodage. Expliquez-nous un petit peu les nouvelles et puis le programme pour l'année à venir. Là, on partait pour 2 mois d'essai en mer. Alors, à la fois pour roder les équipements du bateau, les machines, les moteurs, etc. et l'équipage. Puisqu'en fait, on a un équipage de volontaires qui n'a pas une très grande expérience à la mer. Et on a eu en effet un petit pépin mécanique, puisque un des moteurs, l'un des 2 pods s'est bloqué. C'est pas une panne extrêmement grave, simplement ça prend du temps parce que ce moteur a été fabriqué en Italie, il faut faire revenir le constructeur, faire jouer une expertise. C'est les joies du bateau. Voilà, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Hermione est un prototype qui a beaucoup de solutions techniques assez innovantes et que il faut du temps pour que ça marche. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite avance rapide dans le temps, de passer de la frégate du 18e à un bateau aux lignes plutôt futuristes. C'est le
le Mirabella 5. Alors le Mirabella 5, c'est le plus grand sloop, le plus grand voilier avec un seul mât au monde. Son mât mesure près de 90 mètres et je me suis renseignée pour le louer, une petite semaine. Il vous en coûtera la bagatelle de 400 000 €, une paille. On regarde tout de suite. L'instant magique est à portée de main. Mirabella déploie lentement son immense voilure. Près de 3000 mètres carrés de voile. Ce gréement est entièrement automatisé. Quelques équipiers suffisent à actionner les énormes winches. Une brise légère caresse la baie de Naples et déjà nous volons à 12 nœuds. Un vrai miracle quand on sait que ce bel oiseau pèse plus de 300 tonnes. À quoi ressemble la vie si vous ne prenez pas de risques? Je n'essaie pas d'escalader l'Everest ou de sauter d'un avion, mais ce que j'aime, c'est créer quelque chose en me donnant un objectif. Franchement, dans les années 80, mon but, c'était de construire les plus grands voiliers. Et c'est ce que j'ai fait, mais je pense que maintenant j'en ai construit des assez grands. Et comme je vous le disais plus tôt, je vais mettre ce bateau en vente. Je l'ai créé, construit, j'ai navigué dessus et j'ai pris beaucoup de plaisir à bord. Maintenant, quelqu'un d'autre peut en profiter. Ça, c'est l'accord que j'ai avec ma femme. Si nous arrivons à vendre Mirabella, je pourrais penser à autre chose. Appel à tous, appel à tous. Marins de tout pays, unissez vos économies. Mirabella 5 est à vendre. 60 millions de $ et des poussières. Donc retour ici sur le salon du Grand Pavois à La Rochelle. Alors on ne sait toujours pas si Mirabella a trouvé un acquéreur. En tout cas, Yann Masselot, quand vous voyez un reportage comme celui-ci, vous qui êtes un patron d'un des grands chantiers de la plaisance en France, ça vous inspire encore ce genre de choses? Bien sûr, il y a d'abord une vraie clientèle. Alors ici, on est à La Rochelle, des bateaux bien plus petits. Mais c'est ces clients qui achètent aussi des très grands bateaux, des super yachts, c'est le monde du super yacht, qui font vivre des milliers et des milliers de personnes, notamment sur les côtes françaises, mais dans beaucoup de pays du monde. Donc moi, je trouve ça bien qu'il y ait des propriétaires de grands bateaux qui continuent ces aventures. Alors c'est une certaine vision de luxe, on le voit lorsqu'on se trouve par exemple sur un navire comme celui-ci. On imagine que cette notion du luxe a évolué. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui, vos clients ? Aujourd'hui, ça tient à une phrase assez simple. En fait, c'est le confort comme à la maison, avec par contre un traitement des intérieurs qui, en termes de qualité, de finition, est supérieur à ce qu'on a dans des maisons. Donc c'est assez étonnant. Donc quand je dis le confort comme à la maison, c'est bien sûr... C'est mieux qu'à la maison. C'est mieux qu'à la maison. C'est le confort moderne, de toute façon, mais sur l'eau. Donc ce qui est techniquement est difficile à faire. C'est des bateaux avec l'air conditionné partout. C'est des bateaux avec, bien sûr, lave-vaisselle, lave-linge, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Mais après, un traitement de l'intérieur, des bois... qui rendent le bateau finalement bien plus luxueux que ce qu'on peut trouver même dans des villas extraordinaires. C'est assez étonnant. Et ça, c'est la demande qui a vraiment évolué ces dernières années. Avec des notions, je l'imagine, chaque centimètre doit être exploité. Est-ce que ça, encore aujourd'hui, ça vous pose question? C'est un domaine de recherche sans fin? Oui, alors sans fin, oui. Nous, on travaille pour l'intérieur avec des designers italiens. Qui sont très très bons pour exploiter le moins de petits centimètres carrés, et ils adorent nous faire des petites niches pour ranger des chaussures là, des vêtements là, et rien de perdu parce qu'il faut toujours, on n'a jamais assez de place sur un bateau, on le dit tout le temps. D'un mot, est-ce que la composition, la manière dont on fabrique ces bateaux, les matériaux qui sont utilisés sont des paramètres aujourd'hui qui rentrent dans vos cahiers des charges? Complètement. Là, en l'espace de 15-20 ans, tout a changé. Les techniques de construction, on fait plus léger, on utilise moins de matériaux nocifs parce qu'on a été obligé aussi, les réglementations nous ont poussé à protéger nos salariés, nos opérateurs dans les usines. Donc on fait très attention à tout ça et on a développé des techniques de construction qui sont nettement meilleures pour l'environnement, moins polluantes,
et pour l'environnement et pour l'homme qui travaille dans les usines. Voilà, donc c'est un chantier à suivre donc au long cours. Eh bien, retour après le Mirabella, je crois que vous avez trouvé beaucoup mieux, Véronique. Alors, direction maintenant les côtes turques à bord d'un yacht absolument d'exception. Le Savarona, en fait, était la propriété d'Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Vous allez voir, il ne s'est rien refusé. C'est un mélange d'antiquité, de tradition ottomane, de tapis anciens, de mobilier historique et de sculptures des années 30. Sans oublier, bien sûr, la petite touche de luxe. Quand j'ai reçu ce bateau il y a 16 ans de la part du gouvernement turc, il était en très mauvais état, une vraie épave. Le gouvernement de l'époque l'avait vendu à un chantier de démantèlement pour $6 000 seulement. J'ai alors appelé le président turc pour lui dire que c'était une honte de se débarrasser ainsi du navire d'Atatürk. Il était au courant de rien. Il a aussitôt appelé les grands généraux de la marine. Il a tout annulé et m'a envoyé le bateau. Je l'ai alors complètement refait dans mon chantier à Istanbul. Les travaux ont duré 2 ans et demi. Situé au centre du navire, se cache un petit musée dédié à la mémoire du président Atatürk. Monsieur Karaman, comme beaucoup de ses compatriotes, voue un véritable culte au fondateur de la Turquie moderne. Une fois la chambre d'Atatürk fermée à clé, petite visite à travers le bateau qui fait la fierté de tout un peuple. Nous traversons une salle à manger pour dîner diplomatique, un dédale de couloirs et de chambres. Une salle de bain précieuse. Et puis, dans les anciennes cales du navire, nous faisons une découverte inattendue. En sortant d'un ascenseur, dans une chaleur étouffante, voici les bains turcs du Savarona. Une immense pièce décorée avec 30 tonnes de marbre, du jamais vu sur ce type de yacht. Et on se retrouve à présent en compagnie d'Alain Delumeau. On vous a présenté tout à l'heure à nos téléspectateurs. Alors, une première réaction par rapport à ce reportage, tout ce luxe, ce confort à bord d'un bateau, ça tranche quand même un petit peu avec des engins comme celui qu'on a juste derrière nous. Oui, mais ce n'est pas les mêmes bateaux et je suis très admiratif de voir des propriétaires comme ça refondre un bateau de A à Z, du luxe, mais c'est un très beau bateau, je suis admiratif et oui, j'aime bien, je regarde souvent, oui. Alors vous avez un profil un petit peu atypique. Non seulement vous êtes passionné de voile, mais vous êtes marin-pêcheur de profession et vous êtes également coureur au grand large. Alors expliquez-nous un petit peu comment est née cette histoire avec Envie d'Oroyan, un bateau de course que vous avez intégralement retapé avec votre fiston. Oui, alors l'aventure a commencé un petit peu avant 2000 et j'ai refait un catamaran et nous avons fait 8 transatlantiques ensemble. Et la dernière, il fallait changer de support parce qu'on tirait un petit peu trop dessus, on se serait mis sur le capot, quoi. Et puis on voulait courir en multi 50, c'est une classe qui prend, qui est bien, et il y a une bonne ambiance avec des bonnes pointures. Et il y avait plusieurs bateaux à vendre et on a choisi celui-là qui n'était pas en version course. Donc on a été le chercher. Il a fallu l'adapter. On a été le chercher en 2010 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. On l'a tout refait et puis maintenant ça y est, il est au point. Alors s'adapter, on s'adapte aussi en course. Vous dites 8 transatlantiques avec votre fils. Comment ça se passe à bord? Ça doit changer un peu les rapports entre un père et son fils, non? Absolument pas. C'est le respect. On se parle bien et on connaît nos limites et il n'y a aucun souci là-dessus. Non, mon fils c'est mon meilleur ami, mon meilleur pote et ça se passe très très bien. On a une très bonne ambiance. En plus, on travaille ensemble. On est sans arrêt. Toute la journée, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors justement, on est bien, là, c'est aussi une de vos particularités. Donc, vous courez au grand large, mais vous êtes aussi marin-pêcheur. Ce sont véritablement deux univers totalement différents. Comment on passe de l'un à l'autre?
On passe de l'un à l'autre, c'est la passion. Quand on a un petit peu de temps, parce que moi j'ai commencé à naviguer très tôt, et après je suis parti à la pêche au large en 1984, et j'ai délégué, et j'ai beaucoup délégué, j'ai formé des personnes, et puis maintenant je vais moins en mer, beaucoup moins, j'y vais même plus, donc j'ai un peu plus de temps, et donc quand on a envie de naviguer, il faut y aller, quoi. C'est la passion, et la voile, ça ressemble beaucoup à la pêche, hein. Vous savez, il n'y a pas de secret, hein. Ah bah oui, il faut y aller. Et quoi. quel écho vous avez par rapport à vos anciens collègues qui vous voient maintenant courir sur les plus belles mers du monde? Comment ils accueillent ça? Parce que c'est pas le même univers quand même. C'est pas le même univers, mais on est très encouragé. J'ai eu une très bonne ambiance avec les collègues de Royan et d'ailleurs. Et on est encouragé avec les personnes qui viennent nous voir tous les jours, dire c'est bien ce que tu fais, tout ça. Non, c'est bien perçu. Et puis vous savez, on n'est pas non plus, on est des marins, hein, et on n'est pas des héros. C'est toujours des histoires de mer et d'hommes, quoi, finalement. Bien sûr, c'est la passion tout d'abord, une histoire de famille tout d'abord. Merci Alain. On va retrouver à présent Véronique. Véronique, vous êtes où là? Je suis juste à côté de vous. Alors Alain, quand vous partirez faire la route du Rhum, vous ferez avancer votre bateau grâce au vent, aux vagues, au courant. Mais sachez qu'il existe un autre bateau qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Il s'appelle le Planète Solar. En 2012, il a bouclé un tour du monde totalement écologique. Je vous propose de regarder tout de suite les images. Ça pourrait donner des idées à pas mal de monde. Ça y est, le bateau est à l'eau. Raphaël peut se familiariser avec les manœuvres. C'est la première fois qu'il embarque pour le grand large. Premier travail du matin, déployer en grand les panneaux solaires. Raphaël a recruté 5 membres d'équipage pour l'accompagner dans son aventure. Sur le pont, le capitaine Patrick Marcheseau. C'est le seul Français du bord. Il a une longue expérience dans le commandement des bateaux de croisière. La redescence est là. Il faut en profiter, on va avoir une belle journée. Puis, même pour déployer, c'est énergie renouvelable, hein, c'est à la main. Une fois tout déployé, 537 mètres carrés de cellules photovoltaïques. Avec un défi audacieux, faire avancer ce bateau de 95 tonnes avec le soleil comme seul carburant. J'ai téléchargé le grip d'aujourd'hui, hein, Patrick. La nuit, le bateau navigue uniquement sur réserve. Garder toujours un peu d'énergie dans les batteries du bord, voilà le souci permanent du capitaine. C'est sûr que par rapport à un bateau moteur, on part avec un plein de fuel. Là, c'est vraiment une autre gymnastique d'esprit. Et le jouer avec ça. Sachant qu'on a une autonomie en batterie, lorsque c'est à peu près plein, de 2 jours. Au petit matin, les batteries sont encore au tiers de leur charge. Une belle journée commence. Pour optimiser les cellules et enlever le sel, un grand nettoyage s'impose. Tout l'équipage est sur le pont. 537 mètres carrés à passer au chiffon. 24 heures qu'on est parti, et le bilan énergétique est le même qu'au départ. Ça continue à charger. Donc dépense 0. Et on a avancé depuis. C'est pas mal. Alors Emmanuel de Fontaigneux, pour l'Hermione, c'est trop tard, mais pour le prochain projet qui verra le jour à Rochefort, est-ce que les énergies renouvelables, c'est une piste à explorer? C'est sûrement une piste à explorer. Parce qu'en effet, on a plein d'idées et certaines pourraient utiliser le vent. Par exemple, je pense à un moulin. Enfin, il y a plein d'autres idées, mais c'est une des pistes, oui. Alors à propos de vent, d'Hermione, vous n'avez pas répondu à notre question tout à l'heure. Le départ pour l'Amérique, on a une date précise? Oui, c'est le printemps 2015. Elle partira en avril. Elle fera quelques ronds dans l'eau et on commencera par le sud des États-Unis, par la baie de la Chesapeake, pour remonter jusqu'au nord, jusqu'à Halifax au Canada et retour après. Et tout ça, c'est réglé avec nos amis américains, ça y est? C'est réglé avec les Américains, absolument. D'accord. Yann Maslow, en fait, pour revenir aux énergies renouvelables, en fait, ça c'est une demande de vos clients. En fait, ils sont préoccupés par les énergies propres à bord? Oui, je dirais depuis 4-5 ans, il y a une vraie demande, surtout en termes de... C'est 2 axes, en fait. C'est l'autonomie énergétique
Les catamarans, les gens qui font de la grande croisière sont très souvent au mouillage, en fait 90%, 95% du temps. Et c'est vrai que quand on est au mouillage, on n'a pas envie de démarrer un moteur pour avoir de l'énergie. Donc là, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans tout ce qui est panneaux solaires. Il y a un peu d'éolien aussi, mais ça reste bruyant sur un bateau, donc c'est une petite tendance. Et l'autre tendance qui est en train d'arriver, là, c'est très récent, où on va être contraint par les réglementations de plusieurs pays maintenant, c'est le traitement des eaux usées à bord. Avec le traitement des eaux grises. Alors c'est des choses qui existent depuis longtemps sur les grands paquebots de croisière ou des grands bateaux. Alors précisez les eaux grises. Alors les eaux grises, ce sont les eaux des lavabos, des éviers. Voilà, ça c'est les eaux grises. Les eaux noires, ce sont les eaux des WC. Donc les eaux noires, on sait les stocker, on sait les traiter sur les gros bateaux. Et les eaux grises, jusqu'à présent, sur les bateaux de plaisance, elles allaient dans l'eau. Voilà, c'était rejeté. Voilà, et maintenant il y a un certain nombre de pays, la Turquie en tête, qui a dit maintenant je veux plus qu'on reverse les eaux grises dans mes eaux. Territoriale, donc il faut trouver des systèmes. Trouver une solution. Et là c'est compliqué parce que ce qui existe pour l'instant c'est des choses qui sont adaptées sur des très gros bateaux, des paquebots, donc on va être obligé de l'adapter aux bateaux de plaisance. Reconditionné. Alain Delumeau, vous avec cette double casquette à la fois de marin-pêcheur et de grand coureur au large, cette préoccupation liée aux questions environnementales, c'est quelque chose que vous avez à cœur ou auquel vous êtes sensibilisé, j'imagine, à double titre? Non mais complètement, on est tous, de toute façon on court que pour ça aussi, et tout ce qu'on peut jusqu'au mégot, jusqu'à la cigarette éteinte, on ramène tout ça dans les poubelles. Oui. C'est pas juste des petites préoccupations écolo qui font très bien, qui font genre politiquement correct. Absolument pas, c'est même pour tout vous dire, c'est que sur mon bateau, tout est mis en poche, et même quand on pêche, on pêche toujours des mauvaises choses, des canettes, et ça arrive. Donc on les récupère, on les met en poche et on ramène tout ça à quai. Alors ça ressemble à quoi une arrivée justement à bon port lorsqu'on a fait bonne route? Les cales sont chargées, j'imagine, de tout un tas de... Ça c'est un grand mot, mais on fait ce qu'on peut. Mais il arrive qu'on arrive avec 15 ou 20 sacs ou plus de poubelles et qu'on va mettre directement à terre. C'est le premier travail, de toute façon, c'est de sortir, parce qu'en plus ça sent pas très bon, quoi. Ouais. Donc on met ça derrière sous le pont couvert et puis on ramène ça. Mais tous les pêcheurs le font maintenant, ils sont tous et une fois arrivé à quai, tout est mis en place pour justement pouvoir évacuer. Bien sûr, oui, sur le port, il y a toujours des conteneurs, et tout est prêt, tout est prévu. Donc ça, c'est une vraie évolution. C'est une vraie évolution. Il y a quelques années, les marins-pêcheurs ne faisaient pas ça. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience. C'est vrai, parce que même, on le voit, nous, on pêche beaucoup moins. Il y a beaucoup moins un peu moins dirons-nous, de déchets comme ça en surface. On en voit beaucoup moins. Bon, ce qui arrive, c'est surtout les conteneurs, enfin les gros trucs, mais bon, ça, on n'y peut rien. Ce sera le mot de la fin, priorité à l'environnement. Merci à tous pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Restez sur France 3. On se retrouvera très prochainement de nouveau pour couvrir des événements aussi importants que le Grand Pavois. À très bientôt. Bonne soirée sur la 3. Merci à vous. Merci. Avec Julie, Dodo et Miam Miam, tout de suite sur France 3. Moi, je m'adapte. Éloge de la paresse. Ce programme sera diffusé en audio description. Ce soir sur France 3, votre nouvelle série. Ah, Margot, je te présente le capitaine Arthur Duplessis. Margot Laurent, généalogiste. Difficile pour un jeune flic de faire équipe avec une nouvelle adjointe. Surtout quand cette adjointe a des méthodes bien particulières. J'ai des choses pour vous. Mais très efficaces. Le contraire m'eût étonné. Pour résoudre les crimes d'aujourd'hui, ils devront comprendre les secrets du passé. Remonter le fil du crime, remonter aux origines. Inédit, ce soir à 20h45 sur France 3.
Non, Simon, c'est bon, tu manges le portable et puis on y va. L'écriture à la plume permettait à l'élève de se poser, c'est-à-dire que la moindre faute d'inattention, ça te faisait un pâté sur le cahier, et puis la moindre faute, si tu veux, te faisait des ratures. Alors qu'aujourd'hui, avec les stylos effaçables billes, en fait, on met dans le jetable, on écrit, on jette, on efface, etc. J'ai choisi ce métier pour la qualité de la relation dans le travail. Les problèmes les plus courants, c'est la difficulté d'enseigner plusieurs matières. Et la deuxième, c'est le volume horaire. Sur les 26 heures, plus les réunions, plus la bureaucratie croissante, on dépasse les 45-50 heures. Tu ne peux pas accompagner ton enfant de CP le jour de la rentrée. C'est aussi que le soir, quand les réunions se finissent à 8h30, 9h, tu ne peux pas intervenir. Simon, s'il te plaît, là, tu me ramasses le papier. Contrairement aux idées reçues, on voit bien, d'après le témoignage d'Igor, que le métier de professeur des écoles est un métier qui ne se limite pas juste au face-à-face avec les élèves, mais au contraire nécessite un temps de préparation, un temps de correction, un temps d'échange avec les autres professeurs. Et c'est pour ça que la CFTC est à leur côté, pour que leurs conditions de travail soient améliorées. L'engagement CFTC, c'est avant tout l'aventure syndicale humaine. La CFTC représente des valeurs que l'on ne trouve pas dans les autres syndicats. Une rentrée scolaire coûte cher aux familles. C'est pour ça que la CFTC a été à l'initiative de la mise en place de la prime de rentrée scolaire. La CFTC milite chaque année pour que cette prime soit revalorisée. Alors souvenez-vous que l'on apprend tout au long de sa vie et qu'il faut en toute occasion garder le sourire. Quel bonheur de vous retrouver du côté des chefs-d'œuvre sur France 3. Avec Michel Delpech et Benabar, chantez les plus grands succès français et souvenez-vous. C'est de la musique, toi, c'est ça, hein? Il y a un peu de ça. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Révisez vos classiques en musique du côté de chez Dave, demain à 17h sur France 3. France 3, avec le Crédit Mutuel, donne le la à votre émission musicale. France 3. Jean Racine était un personnage fort antipathique, jaloux, intrigant, malfaisant, ami du roi Louis XIV et plus encore de Molière, de Boileau et de La Fontaine. Mais il demeure avec Baudelaire le maître de l'alexandrin français. En 1677, il compose Phèdre, tragédie de la passion sublime. Oh, je respirais, Eunon. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution. Cruelle destinée, par mon époux lui-même, à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière, à sa proie attachée. Ce programme sera diffusé en audio-description. Demain sur France 3, excellente nouvelle. L'inspecteur Murdoch revient de vacances. Merci. Mais non, ce n'est rien. Tout beau, tout nouveau, mais fini la Dolce Vita. Nouvelles enquêtes. L'arme du crime, un tournevis. Nouvelle technologie. Sans fil, ça, là. Nouvelle saison inédite. Je n'ai pas perdu la main, c'est rassurant. Une rentrée des plus mouvementées. Inspecteur Murdoch, expert avant les experts. Demain à 20h45 sur France 3.
Gustav! Chris Prolls, saveur briochée. La gourmandise d'une brioche dans un Chris Prolls. Des millions de bactéries prolifèrent dans votre poubelle. Mais savez-vous qu'il y en a aussi des millions dans votre machine à laver? À chaque lavage, les bactéries prolifèrent dans les machines. Le nouveau Calgon Hygiène Plus est le seul anti-calcaire qui, en plus de protéger du calcaire, élimine 99,9% des bactéries dans la machine. Calgon Hygiène Plus. Son os à mâcher de pédigré. Un os à mâcher fourré aux viandes, incroyablement délicieux. Et tout ça sans colorant ni arôme artificiel. Aujourd'hui, tout va si vite. Sauf quand on a mal à la tête. Nurofen Flash 400, c'est de l'ibuprofène associé à de la lysine pour une absorption plus rapide. Nurofen Flash 400 soulage rapidement les maux de tête plus intenses ou non soulagés par un comprimé dosé à 200 mg. Médicament à l'ibuprofène, pas avant 30 kg, environ 11-12 ans, ne pas utilisé chez la femme enceinte. Santo Domingo, c'est tout cela. République dominicaine, tout ce dont vous rêvez. La numéro 1 des colorations mousse va encore plus loin. Nouveau Perfect Mousse de Schwarzkopf. Pour une couleur encore plus intense et brillante. Très facile à appliquer, pour une couleur riche et une brillance incroyable. Sans ammoniac. Une couverture parfaite des cheveux blancs. Vraiment parfaite. Perfect Mousse, mon numéro 1. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. Si pour vous, la bio, c'est retrouver les vraies saveurs, se régaler de petits bonheurs et partager les mêmes valeurs, alors il n'y a qu'un seul chemin, celui de nos 230 magasins. La vie claire, la bio est dans ma nature. Vous craignez bactéries et virus et vous n'aimez pas la javel? Voici Samar antibactérien. Sa formule sans javel élimine bactéries et virus. Et en plus, il enlève efficacement calcaire et graisse. Et quelle bonne odeur! Samar antibactérien, ce qu'il dit, il le fait. Et pour effacer les petites taches du quotidien, les lingettes antibactériennes Samar désinfectent en un clin d'œil. C'est 100% propre pour être 100% tranquille. Lingettes antibactériennes Samar. Pour éviter les rides, vous pouvez arrêter de rire, réduire le stress ou simplement être heureuse et utiliser le soin de jour anti-rides Q10+. Enrichi en Q10, il réduit les rides en seulement 4 semaines et ralentit l'apparition de nouvelles rides. Mon secret anti-rides, du bonheur et du Q10. Soin de jour Q10+ de Nivea. Et dormez bien avec le soin de nuit anti-rides Q10+. Devinez qui est le cuisinier? C'est Frédéric. Devinez qui est le cuisiniste? C'est la paire. Qui a fait ses tomates confites à l'huile? C'est Frédéric. Et ses charnières bien huilées? C'est la paire. Qui a fait ses noix de Saint-Jacques laquées? C'est Frédéric. Et ses portes laquées avec art? C'est la paire. Une cuisine la paire à ce prix-là? La paire, il n'y en a pas deux. Venez en magasin, réalisez votre plan cuisine en 3D avec un conseiller. Aujourd'hui, on va se régaler. On va manger des princesses. Des princesses? Mais non, pas tes princesses. Des pommes de terre princesse Amandine. Réussir à cuisiner un poisson tendre et délicatement grillé nécessite des ustensiles adaptés. Pavé de thon et de saumon Petit Navire, au rayon thon en conserve. Petit Navire, que c'est bon la simplicité. Sur France 3, nouvelle destination pour faut pas rêver. C'est tout juste vertigineux. Un nouveau visage pour de nouveaux voyages. Il y a beaucoup d'histoires ici, comme ça. Plein. Et je vais te montrer. Avec Philippe Googler, regardez plus loin que l'horizon. Première étape, le Pérou. Faut pas rêver dès vendredi 26 septembre sur France 3. Découvrez des saveurs pour toutes vos envies en suivant les carnets de Julie sur France 3 avec Michelin Restaurant. Site de réservation sur